J'ai toujours eu un studio tout au long de mon parcours de musicien. J'ai toujours aimé le matériel d'enregistrement, donc effectivement, dès mon jeune âge, j'ai eu de quoi enregistrer. Donc mon studio s'est constitué au fur et à mesure des acquisitions et il m'a toujours suivi. Donc en fait, ce studio qui s'est installé ici chez moi, est le résultat de toutes ces années de collecte de matériel et d'instruments. La table de mixage analogique dans un studio, c'est le cœur du studio pour moi. Après, il y en a beaucoup qui travaillent sans console de mixage, mais le cœur du studio pour moi, c'est la console. C'est ce qui fait le son du studio. Donc cette console, c'est une console Yamaha des années 70 et elle a été utilisée pendant pas mal d'années comme console de mixage de façade au Montreux Jazz Festival. Donc cette console a quand même reçu pas mal de sonorités de gens qu'on aime beaucoup, notamment Miles Davis, Marvin Gaye, etc., etc. J'ai toujours regardé les crédits ou des pochettes parce que je me demandais toujours qui se cachait derrière le son qu'on entendait. Mais moi, j'écoutais j'ai quand même, j'écoutais pas mal de disques de hard rock quand j'étais adolescent. Et ce qui m'intéressait, c'était de retrouver le son du groupe. Donc, que ce soit d'aller les voir en concert et après sur disque, j'aimais bien retrouver le son naturel du groupe. Et en général, dans des groupes de hard rock, la production était assez simple. C'est restituer l'énergie du groupe en studio. Mais je regardais toujours un petit peu les noms. Euh, un petit peu les noms, mais je me suis intéressé aux gens qui créent le son des groupes par la suite, bien plus tard, en fait. Oui, j'ai pris une part dans la sonorité de mon groupe Tanger, évidemment, parce qu'on travaillait tous ensemble. C'était un groupe où on travaillait collectivement. Et effectivement, on discutait souvent des instruments à ajouter, à apporter. Et moi, j'aimais bien voir comment ça se déroulait en studio. J'étais en période d'apprentissage, évidemment. Mais à partir de 96, les premières journées d'enregistrement, moi j'étais très à l'affût du procédé d'enregistrement parce que déjà moi j'étais passionné par ça. Mais se retrouver pour la première fois dans un grand studio, c'était le studio Ferber, studio mythique. Et j'étais très impressionné de me retrouver dans le studio A avec cette grande console, cette Nive majestueuse, d'ailleurs qui a servi beaucoup à enregistrer, à mixer les albums de Christophe, la première époque. Alors, mon travail avec Christophe s'est étalé sur 17 années. On s'est rencontrés en fin 2001 et je crois qu'on a bien accroché et du coup on est resté très longtemps à travailler ensemble et parce qu'on était tous les deux des amoureux du son. Lui avait son propre studio, très très bien équipé et moi j'avais le mien aussi. Donc du coup on a additionné les énergies créatives et puis les sonorités du matériel qu'on avait. Et je pense que c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps, c'est que on était toujours en recherche de sonorité, de prise de son, du travail des réverbes, du travail d'équalisation. Donc ça, c'est quand on met deux passionnés ensemble, ça marche très bien. Bah, j'ai eu la chance d'aller enregistrer ou travailler dans différents studios, notamment pour Christophe. On a eu la chance d'aller régulièrement à Olympic Studio, studio qui est actuellement fermé, qui est devenu, je crois, un cinéma, qui était un des studios du groupe EMI, donc Abbey Road, voilà, est resté. Et ils ont sacrifié Olympic Studio pour une raison économique, sûrement. Donc j'ai eu la chance d'aller travailler là-bas plusieurs semaines, voire des mois, notamment pour enregistrer des cordes ou pour mixer avec Spike Stent, que j'aime beaucoup, qui fait partie des producteurs que j'ai suivi longtemps et que je continue à suivre.
Et sinon, j'ai eu la chance aussi d'aller enregistrer à Hérouville. Dernièrement, j'ai travaillé aussi à La Frette, qui est pas loin d'Hérouville en fait. Voilà, qui est à mi-chemin entre Paris et Hérouville. Je suis allé en Espagne aussi. Bon, je vais pas donner une liste complète, mais j'ai eu la chance d'aller dans de très beaux studios qui restent encore ouverts aujourd'hui, à part Davout, où j'ai travaillé un petit peu et qui est fermé malheureusement. Par contre, là, ils ont rasé le bâtiment, donc c'est triste. Ben, moi, j'ai découvert le studio Vega avec mon groupe Tanger. C'était en fin des années 90, ça devait être en 99. Et on est arrivé dans ce studio et on a vu cette console EMI, qui est vraiment une console incroyable, qui a un son incroyable. D'ailleurs, c'est le même modèle qui a été utilisé pour l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Et bon, ça a été une tristesse pour moi d'apprendre qu'elle avait été vendue, mais j'ai eu le temps quand même, durant ces 20 dernières années, d'y aller régulièrement pour enregistrer et pour profiter de cette console magique, qui donne un son, c'est difficilement qualifiable, mais c'est un ensemble, vu que c'est une console, quand on enregistre, moi j'aime enregistrer live, donc quand on enregistre tout un groupe live sur ce genre de console, le gain de caractère, le gain de chaleur, le gain des compressions naturelles ou en insert d'effet est absolument fabuleux et irremplaçable. Mon travail de réalisateur, c'est de pouvoir apporter ce qui manquerait à un artiste ou même à un groupe. En tout cas, lui donner la possibilité d'aller jusqu'au bout de sa création. Et même le pousser un peu plus loin, essayer de lui apporter le confort technique. C'est-à-dire que j'ai toujours, par principe, opté pour l'option d'une technologie transparente. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup enregistrer des voix, et je pense que l'interprète qui est derrière le micro doit se sentir naturellement confortable. C'est-à-dire que la technologie doit être transparente. C'est-à-dire que j'aime pas perdre du temps à faire des réglages pour avoir le son ultime. Je préfère directement travailler mes réglages en même temps que j'enregistre. Et en général, bon, je connais mon matériel et ça va assez vite. Donc c'est pareil pour un groupe. Je prends beaucoup de temps à la préparation d'un enregistrement. J'installe tout en général la veille, bien avant le début des séances. Comme ça, quand le groupe vient, je ne le fais pas jouer pendant des heures pour faire le son. Le son est déjà préparé et je l'ajuste pendant qu'on enregistre. Bah, moi, j'ai une anecdote qui me vient à l'esprit. C'était pour Christophe, hein, un travail de longue haleine. C'était un morceau qui s'appelle Parle-lui de moi. Et on avait fait toute la production. On avait enregistré un pianiste virtuose à Davout, au studio Davout. On avait enregistré des cordes à Londres, au studio Olympique. On avait enregistré Carmine Appice au studio de la Grande Armée. Batteur mythique, hein, qui était venu des États-Unis spécialement pour nous. Toute la production était finie du morceau, il restait plus qu'à poser la voix. Et Christophe me dit un jour, il m'appelle et me dit: j'ai l'impression que le morceau il est pas à la bonne tonalité. Et tout était terminé. Donc ça a été comme une blague en fait. Et donc je me suis retrouvé à repitcher tout le morceau dans la bonne tonalité, piste par piste. Ça m'a pris quelques jours. Et finalement, le résultat est là et par magie, ça a donné ce son miraculeux. Alors plutôt que de tout refaire, toutes les séances, et de demander à la maison de disque de tout refaire, je me suis dit, je vais quand même tenter l'idée du plugin qui détune. Et ça a marché. Donc ça, c'est un moment magique de studio. Moi, ce que j'ai voulu créer ici dans mon studio, c'est un studio hybride. C'est-à-dire, je me suis jamais mis de barrière concernant la datation du matériel. Je suis pas
absolument vintage. J'aime le matériel vintage parce qu'il a ses qualités électroniques, une qualité sonore particulière, mais sinon j'utilise du matériel très moderne aussi. En fait, à partir du moment où je trouve un outil qui me semble utile à ma création et à mes propositions techniques, je l'achète, voilà, ou je le récupère. Mais en tous les cas, je me suis jamais mis dans une petite niche comme font certains, soit tout numérique avec des plugins, ou soit tout vintage avec des instruments antérieurs à 1960. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser chaque potentiel de chaque machine. Et donc, évidemment, j'utilise du matériel numérique pour enregistrer, mais j'ai des convertisseurs et des préamplis voilà, qui correspondent à mes choix esthétiques d'enregistrement. J'aime beaucoup enregistrer des voix. C'est quelque chose qui me passionne. Quand un chanteur derrière un micro, quand une chanteuse ou un chanteur derrière un micro, je trouve que c'est un moment tellement fort d'intimité que effectivement je me suis équipé pour pouvoir enregistrer au mieux et parfaitement une voix. Donc ça j'ai mis des années à assembler une chaîne pour l'enregistrement de la voix. J'ai quelques tranches effectivement des consoles ORTF, des tranches à lampe, voilà, c'est ce qu'ils avaient dans les années 60 à l'ORTF, qui est l'équivalent un peu de ce qu'on pouvait trouver dans les studios anglais de l'époque, à Abbey Road par exemple. Et ça, j'ai quelques tranches et effectivement, sont des pièces qui permettent de réchauffer des choses quand elles sont un peu fades. Et puis surtout, on reste dans des palettes de couleurs, moi qui m'intéressent. Voilà, parce que on peut parler de couleurs en termes de son. Donc moi, quand j'ai besoin de refroidir, j'utilise du numérique, évidemment, des choses beaucoup plus pointues, très cliniques. Et après, quand je veux des sons plus souples, plus chauds, j'utilise de la lampe. Et puis je crois que on est tous un peu, en tant qu'ingénieur du son, concernés par ces couleurs-là. Et effectivement, quand j'ai une idée, des fois, hop, je me dis, tiens, je pense que ce préampli pourrait être bien pour tel projet. Donc je vais le chercher, c'est l'avantage d'avoir accumulé pas mal de matériel durant toutes ces années. En fait, j'ai l'intuition de me dire que ça va être adapté au projet. Parce que pour tout type de musique, en fait, il y a un matériel qui est adapté, soit pour l'enregistrement ou pour le mixage. Mais par exemple, si on fait du dub, évidemment, il faut un écho à bande. Ça fait partie c'est même plus une recette, c'est obligatoire. Et si on veut faire de la musique des années 60 avec des fuzz, avec des voix réverbérées, il faut une reverb à ressort, ça c'est indispensable. En fait, c'est des assemblages qu'on fait selon les projets. Après, ce qui est intéressant, c'est le mélange aussi, d'utiliser des reverbs plus modernes pour une musique, on va dire vintage. Ça, c'est intéressant de mêler les technologies nouvelles pour faire une musique plus contemporaine avec des instruments anciens. Bah, oui, il y a une part d'excitation, de magie, on peut appeler ça la magie. J'ai mon masque africain qui est derrière, là, je sais pas si on le voit. Ici, on le voit, oui. C'est un masque qui me suit depuis presque une trentaine d'années. Je le trouve bienveillant. Et évidemment, je suis très content qu'il soit face à moi quand je travaille. Il y a plein de petits objets que j'aime bien poser. Il y a des Astro Boy. Il y en a un peu partout des petits objets, mais c'est un endroit. Tous les objets sont quasiment liés à des moments de vie, à des créations, des moments partagés avec des artistes. Donc c'est vrai que ça devient au bout d'un moment un petit musée dans lequel je me sens très bien parce que voilà, il y a tous ces petits objets qui ajoutent un petit peu de magie, effectivement.